Afrique Média. Le monde, c'est nous. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Teka. Bonsoir monsieur, Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a accusé la France d'avoir créé une enclave terroriste à Kidal dans le nord du pays et d'avoir entraîné des terroristes. Le chef du gouvernement s'exprimait dans une interview accordée à l'agence russe RIA Novosti en marge de la journée mondiale du coton. C'était à Genève. Voici ce qu'il a dit. La France a créé une enclave au Mali. Elle a formé et entraîné une organisation terroriste à Kidal, a-t-il déclaré, avant d'ajouter qu'arrivé à Kidal en 2013, lors de l'offensive contre les groupes armés qui ont envahi les régions du Nord, la France, encore elle, a interdit l'armée malienne de rentrer à Kidal. Elle a créé une enclave et fin de citation. Et bien que vous inspirent ces déclarations du Premier ministre malien, comment le Mali pourra-t-il s'en sortir face à des terroristes suffisamment entraînés? Votre opinion compte dans le cadre de cette émission Appel sur le continent. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Teka. Bonsoir monsieur, Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations, la seule chaîne libre dans le monde. Et c'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui le dites sans cesse. Et cela nous honore. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition d'Appel sur le continent. C'est la dernière de la semaine bien sûr et comme on l'a commencé en beauté, pourquoi ne pas en finir de la même manière? Et bien sûr, nous parlons une fois de plus du Mali, je le disais dans mes propos liminaires, avec bien sûr le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui confirme tout simplement que c'est la France qui entretient le terrorisme au Sahel d'une certaine manière. En tout cas, il l'a dit en ses propres termes. Vous allez l'écouter dans quelques instants. Je rappelle que c'est l'émission des téléspectateurs et donc le standard est ouvert pour vous. Vos messages, vos appels, nous les attendons, c'est la bienvenue. Et nous retrouverons Luc Michel en temps opportun pour quelques éléments d'analyse. Mais pour l'heure, je vous permettre d'écouter vous-même le Premier ministre Choguel Maïga. C'était donc au micro de nos confrères russes de RIA Novosti. On l'écoute et on revient juste après. Alors, le 8 octobre, un entretien de vous a été publié par l'agence russe RIA Novosti. Vous avez accusé la France d'avoir formé et entraîné des groupes armés rebelles au nord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez ces propos? Vous savez, ce n'est pas moi seulement qui le dis. C'est des responsables des mouvements armés qui ont dit, les interviews existent, que c'est le gouvernement français qui leur avait dit qu'il va les aider à diviser le Mali et créer un État indépendant au nord du Mali. Vous le pensez aujourd'hui? Non, ce n'est pas que je le pense, mais c'est eux qui l'ont dit. Ils ont travaillé avec les Français, ils l'ont dit. Un. Deuxièmement, lorsque nous avons appelé les Français en 2013 à sauver notre pays, n'est-ce pas, de l'envahissement des terroristes, il ne faut pas oublier un certain nombre de faits. C'est que lorsque les mouvements armés se sont associés à Al-Qaïda pour assassiner des soldats maliens, le ministre des Affaires étrangères français s'en était félicité en disant qu'ils ont engrangé des victoires militaires dont il faut tenir compte. Or, tout le monde savait que c'est Al-Qaïda. Mais c'est pas tout ça n'est pas le plus grave. C'est que quand le gouvernement malien a demandé l'intervention française en 2013, il y avait deux objectifs. C'était d'abord, enfin, la demande était formulée ainsi, un appui aérien et un renseignement. Il n'était pas prévu des soldats français au sol. C'est les Maliens qui ont libéré Konna, Gao, Tombouctou, et ils avaient l'appui aérien et renseignement des Français. On ne sait pas pourquoi. Arrivé à Kidal, c'est la France qui a empêché l'État malien de recouvrer l'intégrité de son territoire.
Si on avait qui a permis- créé une enclave. Alors qu'au même moment, le président français, François Hollande, a dit publiquement que l'objectif de l'opération Serval était 1. Détruire le terrorisme, 2. Aider l'État malien à recouvrer l'intégralité de son territoire, 3. Appliquer les résolutions des Nations Unies. Et si on avait permis à l'armée malienne, Monsieur le Premier ministre, de reprendre Kidal en 2013, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un risque de se retrouver avec des massacres comme on l'a vu ailleurs dans le reste? Vous savez, ça c'est un argument spécieux qui a été développé par les militaires français en son temps pour tromper ceux qui voulaient se laisser tromper. Pourquoi? Je disais donc les 3 objectifs qui avaient été fixés par François Hollande, annoncés publiquement. 8 ans après, on constate quoi? Le terrorisme qui était confiné à Kidal s'est étendu, atteint 80% du territoire. Vous avez la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. Il est établi aujourd'hui que c'est l'État français, c'est l'armée française qui a empêché l'État malien de prendre Kidal. En faisant quoi? En créant une enclave. Au motif qu'il y aurait eu un massacre. Mais la force la plus avancée, la force militaire la plus avancée, les commandants c'était des Touaregs qui n'étaient pas pour la partition du Mali. Donc c'est un argument spécieux qui avait été élaboré juste pour tromper les gens, parce qu'il y avait d'autres choses derrière. C'est dans cette enclave-là que Yad et Amadou Koufa ont eu le temps d'aller s'organiser. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui vous accusez finalement la France de complicité carrément avec moi, vous savez, je n'accuse pas, je donne les faits. Ouais. À chacun de tirer les conclusions. Les faits, c'est que le Mali a demandé à la France de l'aider à détruire le terrorisme, de l'aider à recouvrir l'intégrité de son territoire, de l'aider à faire appliquer les résolutions des Nations Unies. La France a laissé Yad Agagali fuir du centre du Mali, aller créer une enclave à Kidal. A laissé Amadou Koufa, que Yad avait désigné imam de Konna lorsqu'ils ont été frappés à Konna. Amadou Koufa l'a suivi, ils ont été à Kidal. Ils ont fait 2 ans en train d'entraîner leurs hommes. Cette enclave-là, il n'y avait que la France qui en avait le contrôle. Alors, ensuite, ce sont les lieutenants de Yad que la France a recyclés pour leur donner Kidal. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Vous avez un malade qui s'appelle Mali, vous avez un médecin qui s'appelle France, qui a fait un diagnostic, qui a prescrit une ordonnance. Les médicaments ont été achetés aux frais du peuple français et de la communauté internationale. Le malade était censé guérir en 2 ans. 8 ans après, la maladie a gangréné, tout le corps est malade. Et il n'y a aucune solution en vue. Mais le malade est obligé de s'interroger. Donc nous n'accusons personne, nous disons les faits. Les forces des mouvements armés, il est établi, il y a des documents qui existent, que c'est des officiers français qui les entraînent. Encore aujourd'hui? Mais je ne vous dirai pas plus, mais la preuve est faite qu'ils les ont entraînés. Est-ce qu'ils ont arrêté quand? Je ne vous dirai pas ce que je sais plus. En tout cas, c'est des faits qui sont établis, qui sont documentés. Dans ce cas-là, Monsieur le Premier ministre, pourquoi continuer à tolérer la présence militaire de forces françaises au Mali, des forces françaises qui visiblement ont joué un rôle, selon vous, un peu trouble dans Comme je vous ai dit, nous avons toujours espéré que, en tout cas le peuple malien d'une façon générale, qu'on avait des dirigeants qui étaient tellement englués dans la corruption et la mauvaise gouvernance qu'ils n'avaient aucun souci du pays. Et il est très clair que la France ne peut pas remplacer le gouvernement malien pour ramener la paix. Et donc, le fait de continuer à soutenir un tel gouvernement, à continuer à faire un tel double jeu, a conduit à ce que dans la conscience collective des Maliens, il y a un complot international contre notre pays. Et ça, c'est tellement ancré chez les Maliens que c'est la principale raison du rejet de l'ancien régime, qui a été soutenu à bout de bras
par l'État français jusqu'à sa chute et qui essaie de recycler les tenants de ce régime pour les reporter au pouvoir. C'est tout ça qui fait que... Et donc nous ne sommes pas... nous ne disons pas à la France de partir. Est-ce que vous Nous souhaitez, pensons que un départ des troupes françaises aujourd'hui du Mali? On n'a jamais dit ça. La France, nous avons un accord avec la France que nous n'avons pas rompu. Le jour où nous ne voulons plus travailler, on allait dire qu'on va rompre. Cet accord existe, nous ne l'avons pas remis en cause. C'est au contraire la France qui veut la remettre en cause à chaque fois qu'elle est de mauvaise humeur, en tout cas les autorités. Et regardez ce qui s'est passé au mois de juin. Macron annonce que Barkhane va se retirer. Mais nous avons un accord bilatéral que nous avons signé entre nous, à l'insu des autres. En tout cas, les autres n'étaient pas là. Ce n'est pas une réunion de 5 ou 6 pays que vous annoncez dans vos déclarations que vous quittez le Mali. Le président lui dit, Monsieur le Président, ce n'est pas comme ça. Nous avons un accord bilatéral. Asseyons-nous dans le cadre de cet accord. Dites-nous quand est-ce que vous allez partir. Pour que nous prenions progressivement les emprises que vous allez laisser. On s'entend sur un agenda et puis vous quittez progressivement. Venez nous annoncer tout de go lors d'une réunion que vous partez. Quand ça? Il dit c'est un abandon. C'est au sommet du G5 Sahel au mois de juin. Le président de la transition, Assimi Goïta, l'a dit à Macron. Parce que ça a été discuté déjà en mars. Non, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas eu de discussion. Il a annoncé. Ce n'est pas des discussions. Vous savez, il y a des techniques. Vous savez, il y a des techniques pour balader ou rouler dans la farine les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, comme notre ancien gouvernement. C'est de venir à un sommet du G5 Sahel parce qu'il y a eu un nouveau gouvernement qui ne leur convient pas. Pour dire, nous envisageons d'arrêter les opérations militaires avec l'armée française. C'est un sommet de l'OTAN, c'est ça? Non, un sommet du G5 Sahel. Et le président de la transition malien lui a dit, Monsieur le Président de la République française, ce que vous voulez faire, c'est un abandon en termes militaires. Nous avons un accord bilatéral entre nous. Asseyons-nous, dites-nous quand est-ce que vous voulez partir. Et on se prépare pour prendre les emprises que vous allez laisser en main au fur et à mesure. Lorsqu'on sera prêt, vous partez. Mais si vous venez vous déclarer lors d'un sommet avec plusieurs États, que vous remettez en cause les clauses d'un accord qui vous lie à deux, il y a problème. Or, nous n'avons pas dénoncé cet accord. C'est pourquoi nous n'avons jamais dit aux Français de partir. Mais on ne peut pas les obliger à rester non plus. Et alors justement, vous avez dit que c'était cette parole française qui vous avait amené à aller chercher des plans B. Aujourd'hui, où en sont les discussions qui sont menées avec la Russie? Je pense qu'il y a une sorte d'hystérie qui s'est emparée de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a exercé sur le gouvernement malien un véritable terrorisme diplomatique, un terrorisme médiatique, un terrorisme politique pour nous casser le moral, pour nous fragiliser avec comme seul objectif de déstabiliser l'actuel gouvernement. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne plaisent pas. Je ne sais pas pour quelle raison. On dit qu'ils sont venus d'un coup d'État, mais il y avait un gouvernement issu du coup d'État que Macron a flatté devant tout le monde en disant qu'il travaillait ce qu'ils ont pu faire en 3 mois. Le gouvernement dit démocratiquement élu ne l'a pas fait en 3 ans. Mais ceux qui sont là, ceux qui ont fait le coup d'État, il les a flattés il y a 6 mois. Maintenant, il dit non, qu'ils ne sont pas légitimes. Et puis il y a d'autres coups d'État pour lesquels on n'a pas entendu autant de bruit de la France. Alors que chez nous, ce n'est pas un coup d'État, c'est un soulèvement populaire qui a conduit à la chute du régime dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est. Mais il y a eu des soulèvements populaires qui ont renvoyé des régimes élus. Pourtant, on a vu la France applaudir. Pourquoi au Mali pas? Encore une fois, il faut que le peuple français comprenne. Au Mali, il y a eu un soulèvement populaire de 4 mois contre un régime corrompu qui était déjà à terre, qui détournait les fonds alloués à l'armée, qui détournait les fonds alloués à la lutte contre le Covid, qui détournait les fonds destinés aux routes, qui s'est documenté. C'est contre ce régime-là que le peuple s'est levé, qui a fraudé. Mais il tombe. Maintenant, on nous dit qu'il devait rester. Mais alors, pour rester sur la Russie, une question que tout le monde se pose, qui fait partie de cette hystérie dont vous parlez, c'est
Est-ce qu'il y a eu des discussions à un moment donné avec le groupe de sécurité privé russe Wagner? Vous imaginez que le gouvernement actuel, depuis un certain temps, a compris que s'il ne compte que sur un seul partenaire, cela peut à tout moment, comme ça a été le cas, l'abandonner. C'est dit en plein vol, ça fait mal, mais en réalité, c'est de l'abandon. Lorsque on se réveille un matin, on a un accord bilatéral entre nous, on entend dans les médias que la France arrête toutes les opérations militaires avec l'armée malienne sans nous donner d'explications, sans nous prévenir, sans nous aviser. Et ça veut dire qu'il y a eu des discussions du Wagner ou pas? Non, je veux dire, quand vous faites ça, est-ce qu'en face, vous pensez que les gens vont continuer à rester? Ils vont chercher d'autres partenaires. Mais qui? Mais il y a tellement de partenaires, il y a tellement d'États. Nous sommes en discussion avec l'État russe, on ne le cache pas. Nous sommes en discussion avec d'autres États dont on ne parle pas beaucoup, je ne sais même pas pourquoi. Mais Wagner? Mais Wagner, c'est les médias français qui parlent de Wagner. Moi, je ne connais pas de Wagner. Mais dans ce cas, pourquoi alors on continue à entretenir le flou en permanence? Mais il n'y a pas de flou. Discussion, finalement, pourquoi ne pas le dire clairement? Mais il n'y a pas de flou. Nous avons reçu récemment des armements. Notre ministre de la Défense a dit que nous les avons acquis auprès de l'État français, avec des instructeurs français. Pourquoi russes? De l'État russe, des instructeurs russes. Pourquoi on veut nous dire ça ne suffit pas? Vous avez dit, on a entendu ça, mais nous on veut entendre parler de Wagner. Donc ce sont que des rumeurs. Mais c'est des rumeurs à ce stade-là. Et j'ai dit que le jour où nous allons conclure des accords avec quelques pays que ce soit, nous les rendrons publics parce que nous ne devons rien cacher à notre peuple. Mais pour l'instant, qu'on ne fasse pas de procès d'intention. Est-ce que vous ne craignez pas de vous aliéner les autres partenaires internationaux et d'aller à une sorte d'isolement? Ça, c'est des menaces qui sont proférées et qui sont sans objet aujourd'hui parce que nous n'avons pas signé d'accord avec qui que ce soit. Nous avons un accord avec l'État russe. Dans le cadre de cet accord, nous achetons des équipements, nous demandons des instructeurs pour former nos militaires. Le reste, on veut nous faire dire ce qu'on veut qu'on dise. Nous disons que nous n'allons pas le dire. Le jour où on a quelque chose de concret sous la main, on va le dire aux Maliens, à la communauté internationale. Nous ne serons pas des rumeurs. Vous disiez qu'il y avait des discussions en cours avec l'État russe. Dans quel sens ça va? Est-ce que ça va vers un renfort de la coopération, notamment militaire? Mais c'est très clair. Si vous voyez qu'on a acheté des hélicoptères de combat avec les Russes, avec des instructeurs, ça veut dire qu'on est dans des discussions. Et je dis, ce n'est pas seulement avec la Russie. Pourquoi on fait même la fixation? On ne parle pas d'autres États. Moi, je ne parlerai pas, mais nous ne sommes pas en discussion qu'avec la Russie. Nous cherchons tous les moyens, tous les États qui peuvent nous aider à sécuriser notre peuple. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. Un gouvernement qui ne peut pas sécuriser son peuple ne peut pas être un gouvernement légitime. Je vous dis que l'ancien gouvernement a été rejeté dans la conscience collective parce que pour les Maliens, c'est un gouvernement qui a trahi la mission pour laquelle il a été mis en place. Ils sont venus au pouvoir quand l'insécurité était résiduelle à Kidal. Au bout de 7 ans, l'insécurité a gagné tout le pays. Donc pour les citoyens, ils ont échoué. Et donc quand un nouveau gouvernement s'installe, surtout à la suite d'une insurrection, sa première mission, c'est de se dire, mais que faire pour avoir les moyens d'assurer la sécurité? Si pendant qu'il est en train de s'interroger, son partenaire avec lequel il a signé un accord, par une saute d'humeur ou parce qu'il est mécontent, lui dit, ben moi je pars. Est-ce qu'il doit rester sans rien faire? Je crois que non. Donc Algérie, Maroc, des discussions aussi? Non, vous n'allez pas me faire dire le nom d'un État, mais je sais que nous on est dans des discussions avec tous les amis du Mali. Ce n'est pas seulement pourquoi on ne parle que de la Russie. Pour passer à un volet sécuritaire, donc la présence militaire française, elle est aujourd'hui concentrée dans le Liptako Gourma à côté malien. Pendant ce temps-là, on l'a vu, malheureusement au centre, la situation sécuritaire continue à se dégrader. Elle gagne progressivement le sud. Quel est votre plan pour endiguer la menace terroriste, l'insécurité au centre et puis au sud de votre pays? C'est là où vous répondez à une partie des interrogations du gouvernement malien. Vous venez de décrire que la France a décidé de se concentrer sur le Liptako Gourma.
Nous avons un accord de défense qui n'a pas été remis en cause, en tout cas officiellement. C'est la France qui nous a dit qu'elle a créé Takuba. On ne sait même pas avec qui elle a créé Takuba. Nous avons deux forces négatives au Mali, au Sahel. Vous avez le groupe de soutien à l'islam, qu'on appelle le JNIM. C'est la branche d'Al-Qaïda, qui est la plus dangereuse pour l'État malien, qui est à la base de l'essentiel des attaques. Et vous avez l'IGS, l'État islamique au Grand Sahara, qui est concentré dans la zone des 3 frontières. Donc on peut dire en termes d'attaque que notre adversaire principal c'est Al-Qaïda. La France nous dit, on quitte toute cette zone, on va se concentrer sur la zone des 3 frontières. Ça, c'est pas un abandon en plein vol. C'est-à-dire que notre adversaire principal, pendant qu'on le fait face, pendant qu'il multiplie ses attaques, notre principal allié, en tout cas ce que nous croyons être notre principal allié, nous dit qu'il a décidé lui de partir. Mais comment vous allez sans faire aviser. justement alors au nord? Ouais, mais justement, ce qu'on va faire, vous pouvez bien imaginer que ce n'était pas devant les journalistes que je vais l'exposer. Ça, je crois que vous avez posé la question en étant sûr que vous n'aurez pas la réponse, mais nous sommes en train de chercher des solutions. Dont Wagner? Non, pas forcément. Je vous ai dit que je ne connais La pas de dernière fois Wagner. promis. Wagner, je l'ai vu dans les journaux, je ne connais pas de Wagner. Ça, c'est les journalistes qui l'ont. Enfin, les journalistes et peut-être les hommes politiques français qui l'ont sorti, même les chefs d'État de la CEDEAO qui en ont parlé dans une résolution. Un groupe de mercenaires, même quelle preuve ils en ont? Ils n'ont pas parlé avec nous. On était même, on était même surpris qu'une réunion des chefs d'État de la CEDEAO parle de quelque chose dont on parle dans les journaux seulement, alors qu'il y avait la possibilité d'envoyer une mission s'informer auprès de nous, de saisir notre président, mais tout cela n'a pas été fait. C'est pourquoi on a l'impression, c'est pourquoi je vous dis qu'on a exercé contre le gouvernement un véritable terrorisme diplomatique, médiatique et politique. Alors qu'il n'y a pas eu de discussion avec Wagner. Vous ne connaissez pas Wagner, il n'y a pas eu de discussion. Moi, je ne connais pas de Wagner. Moi, je Peut-être connais l'État russe, avec lequel nous avons des rapports que tout le monde sait. Et alors, pour passer à l'accord de paix, Oui. vous n'avez jamais caché votre opposition au terme de cet accord. Vous souhaitez le relire, le renégocier. En le faisant, ne craignez-vous pas que finalement les groupes signataires ressortent les armes? Vous savez, il y a une mauvaise image de moi qu'on a vendue comme étant celui qui est contre l'accord de paix. Il y a 3 opinions majeures au Mali. Il y a ceux qui soutiennent l'accord sans condition. Il y a ceux qui sont d'accord avec l'accord, mais son application a des conditions, et ceux qui le rejettent. Moi, je fais partie de ceux qui disent que l'accord est un accord pour la paix, donc un accord de construction de la paix. Ça veut dire qu'il faut passer par des étapes vertueuses qui nous conduisent de l'état de guerre à la paix au fur et à mesure. À partir de quoi on a énoncé dans le préambule que l'intégrité du Mali, la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, la forme républicaine et laïque de l'État et l'unité nationale ne sont pas négociables. Or, au début, ceux qui ont pris les armes, qui étaient soutenus par le gouvernement français en 2012, et ça a été officiellement dit, c'est ça qu'ils voulaient. L'accord, donc, a enlevé les prétentions séparatistes, dit unissez-vous, mais réformer la gestion de votre pays. Donc, ce que moi je dis, c'est que lorsqu'on parcourt l'accord, qui a été signé aussi sous la pression, il y a des articles, je ne vais pas m'étendre là-dessus, dont l'application in extenso, sans discernement, va conduire de facto à créer les conditions de d'autres rébellions qui peuvent éclater à n'importe quelle partie du territoire. Parce que l'accord crée en quelque sorte 2 types de citoyens.
Et ça peut susciter d'autres rébellions dans d'autres parties du Mali. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Donc, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai appelé l'application intelligente. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une disposition de l'accord dont la mise en œuvre pratique peut remettre en cause les 4 principes non négociables, il faut s'asseoir en ce moment et se dire, cette disposition, si on la met en œuvre, voici ses conséquences. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la mettre en œuvre, mais que ça ne touche pas à ces 4 principes? C'est ce que j'appelle application intelligente. J'ai dit consensuel parce qu'aucune partie ne doit s'asseoir pour le faire comme ça. Il faut qu'il y ait des discussions bilatérales entre les parties. Voilà tout. C'est pourquoi on m'a collé l'étiquette de celui qui est contre l'accord. Mais alors on le voit, la CMA n'a pas l'air bien décidée en ce moment à vouloir s'asseoir avec certains membres du gouvernement. Je pense notamment au ministre de la Réconciliation, le colonel Wagué. Concrètement, comment vous allez faire? Est-ce que là, ce n'est pas les armes qui risquent de reprendre Ça, c'est vous qui me l'apprenez. La CMA ne m'a jamais dit qu'ils ne veulent pas continuer à discuter. Ils ne me l'ont pas dit. Ils l'ont dit, en tout cas, une interview dans la Deutsche Welle, oui, d'un responsable. Bon, peut-être que c'est dans la même veine que c'est la pression politique, médiatique et diplomatique qu'il y a contre nous, parce que la CMA a fait un communiqué où il parle aussi de ce que vous appelez Wagner. Bon, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont pris l'information. Peut-être que c'est quelqu'un qui leur a dit aussi de le dire. La CMA devait être désarmée depuis 2012. Elle n'a jamais été désarmée. Elle défile avec des armes lourdes à chaque année de l'indépendance de la fantomatique République de l'Azawad. Et à ce défilé assistent les officiers de Barkhane. Allez-y comprendre. Avec des armes lourdes. Cet accord de paix finalement a donné trop de concessions à ces groupes armés signataires. Non, je n'ai pas dit ça. L'accord est écrit, tout le monde sait ce qu'il y a là-dedans. J'ai dit simplement que dans l'accord, il faut l'appliquer de façon intelligente. On ne peut pas le rejeter. On ne peut pas l'appliquer sans discernement. Parce qu'il y a des dispositions, si vous les appliquez sans discernement, il suffira que demain les acteurs changent pour que quelqu'un s'en saisisse pour provoquer une autre rébellion. Donc il faut être sûr que chaque fois qu'on avance, on fait des pauses, on discute, on essaie d'être le plus cohérent possible pour ne pas remettre en cause les principes qui ne sont pas négociables, dont j'ai parlé plus haut. L'unité nationale, la souveraineté, l'intégrité du territoire et la forme laïque et républicaine de l'État. Une question sur notre confrère, le journaliste français Olivier Dubois reste aujourd'hui toujours captif. Est-ce que vous avez de votre côté eu des preuves de vie de ces nouvelles et est-ce que des négociations sont en cours pour essayer de le libérer? À part ce que tout le monde a comme preuve de vie donnée il y a quelques semaines, nous n'en avons pas, mais ce que je sais, c'est que notre gouvernement fait tout pour libérer tous les otages. Nous sommes dans des discussions. La dernière, vous avez vu la religieuse colombienne qui a été libérée. C'est notre gouvernement en relation avec d'autres services qui ont fait ce travail. Ce travail, nous le faisons pour tous les otages, y compris Olivier Dubois, que nous connaissons très bien. Moi, il m'a fréquenté, c'est quelqu'un de très agréable. Je crois que c'est une obligation morale même pour notre gouvernement de nous investir autant que nous pouvons pour libérer tous ceux qui ont été pris par les terroristes, surtout lorsque c'est à partir de notre territoire. Il y a un canal qui est ouvert, ça avance. Nous discutons, nous ne pouvons pas dire plus. Je sais que nous sommes en discussion concernant tous les otages. Nous sommes dans des discussions. Alors, une dernière question pour revenir un peu sur la politique nationale. Il y a toute une partie de la classe politique, les présidentiables surtout, qui craignent une sorte de chasse aux sorcières sous couvert de cette lutte anticorruption qui avance de manière quand même assez significative depuis la fin de Pékin, on peut le dire. Qu'est-ce que vous en dites? Non, la réalité, c'est qu'encore une fois, il faut revenir au point de départ. Le point de départ, quand le peuple est sorti, le peuple insurgé disait pas d'élection truquée, réforme politique institutionnelle, lutte contre la corruption et l'impunité, qui sont la cause principale de l'affaiblissement de l'État. C'est quoi? Ce qui tue les citoyens. Vous savez qu'il y a un de vos j'allais dire, un journaliste qui a disparu ici. On sait qu'on l'a tué, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. Certains sont arrêtés justement dans cette... Il y a un journaliste qui a disparu simplement parce qu'il écrit des choses qui ne plaisaient pas au fils du président.
Mais on n'en parle pas beaucoup. Hein. Le rôle de Karim Keita est avéré dans cette affaire? Non, c'est pas. Moi, je ne dis pas. De toute façon, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il faut qu'il vienne répondre pour prouver que ce n'est pas vrai. Ce qui est sûr, il a été enlevé, torturé, il a disparu au Mali. Mais on n'en parle pas beaucoup. Vous avez ceux qui ont ordonné à une frange des forces spéciales antiterroristes d'aller tirer sur des manifestants à main nue, alors que vous avez la police et la gendarmerie qui ont vocation de maintenir l'ordre. Et vous avez enfin les grands détournements au niveau de l'armée. Je vous donne des exemples. Et que les ambassadeurs des pays occidentaux savent, les gouvernements savent. Un peuple pas très riche, on le classe parmi les pays pauvres, qui serre la ceinture, qui alloue 20 à 25% de son budget pour la sécurité du pays. Je donne un exemple, on sort du budget d'État de l'argent pour acheter 6 hélicoptères de combat. Au finish, les Maliens voient qu'il y a 2 hélicoptères de seconde main, d'occasion. Où est parti l'argent des 4 hélicoptères et où est parti le surplus qui n'a pas été mis dans les 2 hélicoptères d'occasion qui ont volé quelques mois et ils se sont arrêtés. Mais ces pays-là savent où est parti cet argent. Vous avez... Ces pays-là, quand vous parlez de ces pays-là, est-ce que vous parlez de la France et sous bon, je n'ai pas cité un nom. Je sais qu'il y a des pays qui ont dit ici que la corruption au Mali est telle qu'ils ne recommanderaient jamais à quelqu'un de leur pays d'investir au Mali. Ça a été dit publiquement par un ambassadeur d'un pays européen. Et il est vrai que c'est le jour de son départ. Hein. C'est lorsqu'il a été relevé qu'il l'a dit. C'est en partant dans les médias. Et vous avez des camions de transport, par exemple, qui coûtent sur le marché international environ 40 millions. On les facture à 400 millions de francs CFA. Vous avez des citernes pour transporter le carburant qui coûtent 26, 27 millions. On les facture à 250 à 300 millions. Ces marchés-là existent. Ils ont été signés, l'argent sorti sous l'ancien pouvoir. En quoi, lorsque le nouveau gouvernement, venu dans le contexte d'une insurrection populaire, où on demande la lutte contre la corruption, quand il prend ces dossiers, il les remet à la justice, et que ceux qui ont conclu ces marchés, ceux qui les ont négociés, ceux qui les ont signés, sont convoqués pour répondre, on dit que c'est la chasse aux sorcières. En vérité, la communauté internationale a toujours une analyse, un discours à géométrie variable. La météo change, la tête des dirigeants change, on les diabolise. On passe le temps à nous donner des leçons de bonne gouvernance et de bonne gestion. Un pays qui est en guerre, lorsque les moyens destinés à la guerre sont détournés, il n'y a pas de crime économique plus grave que celui-là. Et lorsqu'un gouvernement poursuit ceux qui sont censés être les responsables, les juges de jugement, peut-être on dira qu'ils ne sont pas responsables, lorsqu'il les poursuit, on dit qu'il fait une chasse aux sorcières. Tous les dossiers qui ont été transmis à la justice, c'est des dossiers dont l'instruction a commencé sous l'Ancien Régime. Mais à un moment donné, ils les ont mis dans les tiroirs. L'ancien chef de l'opposition, paix à son âme, Soumaïla Cissé, a fait un mémorandum qu'il a adressé à l'Assemblée nationale pour demander l'ouverture d'une commission parlementaire d'enquête pour savoir comment est-ce qu'en allouant 20 à 25% du budget national à l'équipement des forces armées de sécurité, pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas de vecteur aérien, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'hélicoptère de combat, il n'y a pas de blindés suffisamment. Alors que c'est le gouvernement qui a fixé l'ensemble de l'enveloppe dans le cadre de ce qu'on appelait la loi d'orientation et de programmation militaire. De combien il a besoin sur 5 ans pour équiper l'armée. En 2012, lorsque Ibrahim Bokar Keïta venait au pouvoir, 2013, la loi d'orientation et de programmation militaire avait été évaluée à 400 milliards de francs CFA. Lorsqu'il est arrivé, il a multiplié par 3. 1230 milliards. Tous les députés ont voté, même l'opposition. On voit qu'il y a des détournements massifs dans ce dossier. Il y a des services de contrôle, le vérificateur général, l'office de lutte contre la corruption, le contrôle général des services publics. Ils vont faire des enquêtes, ils ont des rapports, ils trouvent des détournements. Ils remettent ces rapports-là au gouvernement. Au lieu de les transmettre à la justice, le gouvernement les met dans les tiroirs. Et les personnes incriminées sont à la tête des partis. Ils s'attendent à être présidents. Le régime tombe,
Le nouveau gouvernement prend les rapports, il les donne à la justice, il dit éclaircissez, qu'est-ce qui se passe? Et puis on crie chasse aux sorcières. Et même des présidents des pays étrangers se permettent d'accuser le gouvernement d'emprisonner des hommes politiques. Aucun homme politique est en prison. Personne n'est en prison parce qu'il a des opinions politiques. Il y a des dossiers qui ont été constitués par les services de contrôle de l'État entre 2013 et 2020, d'autrement dit avant la chute du régime. Ce sont ces dossiers qui ont été transmis à la justice. Les audits que nous avons lancés aboutiront à la fin de la transition. Les résultats vont être transmis au futur gouvernement. Aujourd'hui, la transition est irréprochable en matière de corruption. La transition fait tout ce qui est possible pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. La preuve, c'est que nous avons fait des économies sur le budget en faisant beaucoup de gaspillage qui se fait. On a économisé près de 110 milliards de francs CFA, dont les 70% sont affectés au renforcement des capacités de notre armée, parce qu'on a un pays très sur le budget de l'État. Et l'autre partie, c'est pour les plus démunis, faire des forages, des centres de santé, des équipements pour les personnes vivant avec le handicap. Ça, c'est quand même des efforts que nous faisons. Et le président de la transition a dit clairement aux ministres, en conseil des ministres, tous les ministres qui seront responsables de la gestion des fonds de l'État doivent s'attendre à tout moment à des contrôles des services de l'État. Et la lutte contre la corruption fait partie des dédicaces du gouvernement de transition. Il doit donc être exemplaire. C'est ce que nous avons appelé une gouvernance de rupture et d'exemplarité. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. J'avais une dernière question, Monsieur le Premier ministre, concernant l'Algérie. Il y a beaucoup de dernières questions à chaque fois. Ça fait plusieurs, c'est vraiment la dernière. C'est important, c'est sur le rôle de l'Algérie. Ça fait plusieurs semaines déjà qu'on voit que l'Algérie est de plus en plus investie ici au Mali. Est-ce que ce pays pourrait être amené à jouer un rôle de plus en plus accru en matière de lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, par exemple, au nord? Je pense que si l'Algérie le fait, il est dans son rôle. L'Algérie et le Mali, je ne reviens pas sur tout ce qui les lie. Les Algériens le disent le plus éloquemment possible. Ça, c'est sur le plan politique et historique, mais il y a la géographie. On a l'une des plus grandes frontières. Et les zones où l'insécurité sévit, c'est la zone qui est frontalière avec l'Algérie. On ne peut donc pas ignorer que si l'Algérie s'implique sérieusement, de façon forte, ce que nous espérons dans la lutte contre le terrorisme, je pense que c'est un grand plus et c'est un souhait de l'État malien. Nous l'avons dit officiellement. Avec l'Algérie, les discussions ne sont jamais arrêtées. N'oubliez pas que l'Algérie est en quelque sorte il assure le parrainage de la mise en œuvre de l'accord. Et donc de ce point de vue, plus nos relations bilatérales, nous avons des relations assez poussées, y compris sur le plan militaire, on ne le cache pas. Vous envisagez des soldats algériens au nord? Bon, ça, c'est aux Algériens de décider. Nous ne décidons de rien. Je sais seulement que la constitution algérienne a été révisée récemment avec cette possibilité. Et c'est à eux de décider. Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur ça. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, le Premier merci donc à la régie pour cette interview du Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga. Et donc, voilà qui nous reconduit sur le plateau. Et Luc Michel, déjà en stand-by, qui est avec nous depuis le début de cette émission. Luc Michel, bien le bonsoir. On a écouté avec vous le Premier ministre malien, Choguel Maïga. Il s'exprimait et on a pu entendre un Premier ministre qui confirme tout simplement ce qui était dit depuis lors, comme quoi c'est la France qui entretient le terrorisme au Sahel, du moins, si l'on s'en tient à ce qu'il a dit. Comment vous réagissez, Luc Michel? Bonsoir Bachir, bonsoir à nos téléspectateurs. Choguel Maïga dit la vérité sur tous les aspects de ce dossier et vous connaissez l'expression « malheur à celui qui dit la vérité ». Il explique les pressions qu'il subit, les pressions diplomatiques qui sont celles de la France, de l'Allemagne, mais aussi de la 5e colonne africaine. Malheureusement, la CEDEAO ou l'Union africaine est aujourd'hui dans les mains des Américains et des Français. Choguel Maïga également
il faut comprendre quelque chose. Il se plaint de la Deutsche Welle de Mme Merkel. C'est la RFI de Berlin. Il faut savoir que l'Allemagne a un intérêt direct. La première mission militaire de la Bundeswehr, c'était en 2013 déjà au Mali. Et par le projet d'américaniser et d'otaniser la guerre du Sahel, c'est l'Allemagne qui va jouer le rôle principal. On comprend donc les pressions qui sont mises dessus. On comprend évidemment tout ce qui se passe là-dedans. Shogel Maïga, c'est l'homme à abattre. Ce matin, il y avait un grand article dans Jeune Afrique, comme d'habitude. Jeune Afrique le présentait comme un ambitieux et il annonçait qu'il allait excusez-moi du terme, mais se casser la figure, se briser en plein vol. C'est les Français qui prennent leurs rêves pour des réalités. Il y a 3 jours, Mme Parly a défini la nouvelle doctrine de l'armée française dans la guerre informationnelle. Tout d'abord, c'est à l'armée française qu'on va confier la guerre médiatique, plus aux médias, et Mme Parly reconnaît qu'on va employer les méthodes qui sont le mensonge, la désinformation, les uninatrolls, cible principale évidemment, Afrique Média et moi-même. Voilà les gens qui attaquent Shogel Maïga et voilà dont il se plaint avec raison. Après avoir dit ce qu'il avait à dire, il a dit, moi je ne connais pas de Wagner, l'État de Mali traite avec la Fédération de Russie. Parlez-nous de ce Wagner finalement. Écoutez, Shogel Maïga, la ministre de la Défense de Centrafrique et le président Touadéra, ils disent tous ce que moi je dis depuis des mois. Wagner, c'est une construction médiatique, elle n'existe pas. Il existe 11 firmes de sécurité en Russie, il n'y a pas de Wagner. En Centrafrique, par exemple, la firme de sécurité qui assure la garde privée de Touadéra et qui fournit les conseillers au FACA, eh bien, c'est la firme Sewa Sécurité. Sur toutes les photos qui sont diffusées par RFI, par France 24, etc., vous voyez d'ailleurs le logo de cette firme figuré sur leurs manches d'uniforme. Ce sont les 3 S de couleurs différentes. Je fais depuis des mois la généalogie de ce mensonge médiatique, de ce scénario. Tout part d'un livre en 2020, il s'appelle De Compagnie Yuki. Il est publié par une ONG qui s'appelle la Free Russia Foundation. Elle est spécialisée dans les médias mensonges sur la Russie. Elle est proche de George Soros et du Pentagone. Le livre, ensuite, il est avalisé par un rapport du Pentagone que l'on attribue à 2 chercheurs français. En fait, 2 chercheurs, il s'agit d'agents stipendiés de l'impérialisme américain. Le rapport, il est financé par le ministère américain de la Défense et le service secret, le Naval Intelligence Service, c'est le service secret de la marine américaine. C'est le service secret plus puissant d'ailleurs que la CIA. Il y a 11 services secrets au total aux États-Unis. Je connais bien ce livre et j'en parle depuis l'année passée parce qu'un chapitre complet m'y est consacré et dans ce chapitre, une bonne part à Afrique Média, où je suis présenté comme l'un des propagandistes du groupe Wagner. Je n'ai pas de rapport avec Eugénie Prigozhin et le rapport du Pentagone d'ailleurs, il contredit le livre. Le livre dit que nous sommes des gens stipendiés par Moscou et par Eugénie Prigozhin, mais le rapport dit que nous sommes des agents d'influence indépendants, je cite, qui ne ménageons pas notre travail et nos moyens financiers pour défendre notre cause. Ce n'est donc pas la Russie qui nous finance, mais au contraire, c'est nous qui finançons la défense des intérêts de la Russie et du panafricanisme en Afrique. Il faut arrêter avec ce groupe Wagner. Depuis quelques semaines, la France a repris cette propagande américaine. On voit RFI, on voit France 24, on voit Macron. Afrique Média et moi-même, nous avons été attaqués nominalement. La Deutsche Welle a fait la même chose. Évidemment, tout cela nous laisse froid. J'ai vu pire que cela au cours des 25 dernières années. Il ne faut pas se laisser impressionner. Cette propagande, elle ne marche pas. Le ministre Shogel Maïga, il a dit la même chose que la ministre de la Défense ou que le président Touadéra. Il y a des accords qui ont été signés avec l'État russe. L'État russe fournit des armements, notamment les hélicoptères MiG-21 qui ont été fournis il y a quelques semaines au Mali.
l'État russe fournit un appui aérien. En Centrafrique, ce sont des avions venus de Khartoum. Et parallèlement à cela, l'État russe conseille l'utilisation de conseillers militaires. Ils sont représentés en Centrafrique par le groupe de notre ami Alexandre Ivanov, les conseillers pour la sécurité, les officiers pour la sécurité. Et ces conseillers, évidemment, ils sont fournis par les firmes de sécurité qui n'ont rien à voir avec les mercenaires occidentaux, les Blackwater et compagnie. Il y a eu quelques semaines, il y a eu un rapport américain contre les 20 ans d'exaction, de pillage et de sale coup du groupe Blackwater. Le fondateur de Blackwater, il s'appelle Eric Prince. Il a été le conseiller spécial de Donald Trump et aujourd'hui, c'est un des conseillers occultes de Kamala Harris. Voilà les gens qui nous donnent des leçons sur le soi-disant groupe Wagner. Rappelons également l'affaire de Guignolo, qui, on le sait aujourd'hui, préparait une tentative d'assassinat contre le président Touadéra. Il faut arrêter avec ce délire médiatique. Le groupe Wagner n'existe pas. Eugénie Prigozhin, qu'on présente comme un ancien gangster, et moi qui suis présenté comme un méchant sorti des films de James Bond, c'est dit sans rire par ce livre. Évidemment, c'est de la basse propagande qui ne vaut que ce qu'elle vaut, c'est-à-dire les poubelles du journalisme occidental. Donc, à nos téléspectateurs, le temps de revenir vers vous. Delphin nous appelle depuis Gitega au Burundi. Delphin, bien le bonsoir. Et moi qui suis présenté comme un méchant sorti des films de James Bond, c'est dit sans rire. Bonsoir Delphin. Évidemment, c'est de la basse des poubelles du journalisme. Delphin, vous me recevez? Téléspectateurs, Voilà, on n'a pas le retour de Delphin sur le plateau. J'espère que ça va s'arranger très rapidement. Delphin, bonsoir. Allô? Voilà. Allô? Oui, Delphin, vous pouvez parler, on vous écoute maintenant. Allô? Delphin, vous êtes en direct, on vous écoute. Vous me recevez, mon cher Bachir? Allez-y, on vous écoute, Delphin. Ok. Bonsoir, mon très cher frère Bachir. Encore une fois, je vous remercie et j'encourage les équipes de la régie. Je sais que c'est parfois difficile, mais restons ensemble. Donc, tout l'ensemble des équipes d'Afrique Média, je vous transmets mes salutations à la fois chaleureuses, fraternelles et encourageantes. Je transmets mes salutations d'RHF à mon cher aîné Luc Michel, auprès duquel je m'excuse, compte tenu du retard que j'ai pris dans notre conversation. Mais qu'il soit rassuré, j'ai aussi un emploi du temps en parallèle qui me prend assez de temps, mais je ne perds pas de vue tout le travail accompli par nous autres à Afrique Média. Donc, comme je te le disais, mon cher Bachir, en off, j'ai rarement eu comment dirais-je, de l'estime pour l'élite dirigeante malienne. Nous nous souvenons tous à quel point M. Ibeka, je vais dire Ibeka, M. Ibeka, pour rester respectueux, est allé se ridiculiser à Paris dans ce sillage de je suis Charlie à aller pleurnicher parce que je ne veux pas comparer ici les morts, mais combien de Maliens et de Maliennes sont assassinés depuis des décennies, notamment dans la région des Trois Frontières. Et cet aîné est allé se ridiculiser parce que 1, 2, 3 Français avaient été assassinés par des gens qualifiés de terroristes, financés par ces gens soi-disant démocrates. C'était d'un ridicule innommable. Et ce jour-là, franchement, j'ai été fier de ne pas être un Malien. Mais en écoutant Papa Shogel Maïga, j'espère qu'il excusera cette familiarité, c'est une marque d'affection que je lui destine. Franchement, je me suis senti
comment dirais-je, soulagé. J'ai beaucoup de respect pour Monsieur le ministre, Monsieur Maïga, Shogel Maïga, pour le président de transition, Monsieur Goïta, pour la dame de fer, notre sœur, Madame Fofana, ou encore pour l'ancienne ministre, Madame Aminata Draman Traoré, l'ex-ministre de la Culture, qui vraiment, ce sont des dirigeants maliens qui, qui vraiment nous donnent du réconfort et nous donnent envie de les soutenir. Je tiens particulièrement à féliciter Monsieur Shogel Maïga d'avoir diplomatiquement, parce que c'est son rôle, mais il a été net à ce sujet, tout comme Madame Baïpo, Monsieur Luc Michel a eu à le rappeler tout à l'heure. C'est extrêmement important que ces gens-là qui nous représentent sur la scène africaine, mais aussi la scène internationale, balaient d'un revers de main tout ce blabla, soi-disant démocratique, qui consiste à parler de Wagner. C'est un mythe qui sort tout droit de l'usine de RFI, de France 24. Monsieur Luc Michel a très bien fait de rappeler l'existence de groupes de sécurité à la fois russes, mais aussi états-uniens. Donc, aux États-Unis, on parle de Blackwater, qui est devenu depuis Academy, depuis que ces crimes d'État ont été découverts. Osiwa Security, en face russe, existe et il se mène une guerre, j'ai envie de dire, de réciprocité. Nous ne devons pas en rougir. Ce n'est certainement pas à Gitega que cette gueuse, passez-moi le terme, qui se faisait passer pour une journaliste en train d'interviewer Monsieur Shogel Maïga serait allée fanfaronner parce que chez nous, cela n'est pas du tout permis. Pas du tout permis. Donc, j'encourage une fois de plus Monsieur Shogel Maïga, il faut qu'il continue dans cette voie qu'il a empruntée et tous les chefs d'État, les ministres comme Madame Boipo, dans l'ensemble de la zone CFA. Actuellement, nos frères burkinabés se lancent dans la danse. Donc, je vous invite à continuer sereinement. Il y a des alliés sûrs qui sont arrivés sur la scène internationale. Quand ils sont là à nous parler de communauté internationale, il faut les mépriser avec tout le mépris qu'ils méritent. La communauté internationale, non seulement de façon démographique, militaire, mais aussi financière, c'est la Chine, l'Algérie, la Russie et des petits pays comme le mien, le Burundi. Nous ne devons plus accorder plus d'importance qu'il n'en faut à ce nain géopolitique qu'est la France, l'Élysée, M. Macron et tous les autres bavards, soi-disant, démocrates. Donc je vais m'arrêter ici pour ne pas monopoliser le micro. Afrique Média, le monde c'est nous. Bon début de week-end à toutes et à tous. Merci à vous également. Très bon début de week-end à vous, très cher Delphin. Roger nous appelle depuis la ville de Yaoundé au Cameroun. Bonsoir, Roger. Bonsoir à vous, Monsieur Bachi. Bonsoir à tout le plateau télé. Bonsoir à tous les techniciens. Bonsoir à vous, Monsieur Louis Michel. Toujours un véritable plaisir d'avoir à contribuer de mon humble paiement dans cette lutte pour la libération de l'Afrique et de sa dignité. Merci pour cette prise d'information. Merci pour tout. J'aimerais simplement partager ceci. Monsieur Shogel Fokala Maïga, arrière, je vous laisse passer le décompte. Petit-fils de Sondia Taketa nous montre encore que même loin du matériel adéquat, même loin du soutien, on peut s'en sortir. Et nous autres Africains, quand nous le voyons, nous croyons en lui. Nous croyons en lui, nous croyons en ce monsieur. Il est impossible que cette marche aujourd'hui soit arrêtée, c'est impossible. Même s'il venait à lui faire du mal, du tort, une autre personne s'élèverait. Voilà ce que j'avais à dire, M. Bachir. Bonne soirée à vous. Merci. Afrique Média, le monde sur vous. Merci, très cher Roger, pour l'appel depuis la ville de Yaoundé. On commence à s'habituer à la voix de Roger sur les antennes d'Afrique Média. On reste au téléphone, quelqu'un d'autre nous appelle, c'est Zerfel, il nous appelle d'Allemagne. Bonsoir Zerfel. Zerfel, bonsoir. Zerfel, bien le bonsoir, on vous écoute.
D'accord. Allez, on prend Peter. Avec Zerfel, il y a quelques interférences. Peter, bonsoir. Vous nous appelez d'Écosse. Peter, bonsoir. Merci beaucoup, Consent, sur l'appel. Je vais saluer tout le monde, Monsieur Bachi, et puis tous vos invités. Je vais donner rapidement mon petit point de vue sur le thématique. Pour moi, il n'y a pas de discussion avec ça, parce que à partir du moment où les dés sont faits, le pot rose a été découvert. Il faut tourner la page, et puis et je dis, et même il faut déchirer cette page avec la France, et puis passer à autre chose. On n'est plus dans le temps de tes échanges. On est maintenant sur une nouvelle dimension où on essaie de progresser et puis oublier le passé très douloureux qu'on a connu avec ce colon. Parce que la France n'a jamais cessé son impérialisme et son colonisation. Pour eux, le Mali, c'est comme une propriété. Vous comprenez? Donc, si les Maliens aujourd'hui sont debout et qu'ils se sont réveillés, ils ont pris conscience pour prendre en main la destinée de leur country, ça veut dire qu'ils ont compris exactement le jeu de la France, puisque depuis 2012 qu'ils sont arrivés avec François Hollande, il n'y a pas eu de changement. C'est toujours le même jeu de, comment on dit ça, c'est comme s'ils appuyaient un bouton de game PlayStation pour regarder, et puis après, quand ils sont fatigués, ils arrêtent. Vous voyez? Et ça, c'est très douloureux. Pendant 10 ans, ils ont exploité les ressources du Mali. Aujourd'hui, c'est stop. Ils ont suffisamment volé. Aujourd'hui, c'est stop. C'est aux Maliens de porter cette affaire à l'ONU, comme j'avais dit la dernière fois, au Conseil de sécurité, pour mettre la France sur le banc des accusés pour exaction, exploitation illicite et puis faux usage de faux. Parce que quand on vient pour sauver quelqu'un, on ne traîne pas 10 ans pour chasser des djihadistes. Sorry, c'est pas possible. M. Poutine, quand il est venu en Syrie pour aider M. Bachar, en moins de 2 ans, il a nettoyé les Daesh, les Al-Nusra et consorts. C'est bien que 99% de son territoire est aujourd'hui acquis. Donc, ça veut dire que si on fait le comparaison, la France n'était pas venue pour sauver le Mali. Elle a profité de cette occasion pour not only harming the terrorists, mais also pour faire le chantage à l'État malien. Heureusement que le peuple s'est wake up, il y a une sorte de uprising qui s'est passé et je suis très content. Et là, on est dans une autre phase, c'est le dernier virage, comme on fait dans le Formule 1. C'est le dernier virage. Il faut maintenant toucher comment on dit ça, toucher le point d'arrivée. Et le point d'arrivée, c'est le nouvelle donne, c'est le nouvel Mali, c'est le nouvel, comment on dit ça encore, nouvelle state et avec le nouvel rôle. Alors, la France va rester dehors comme les autres partenaires et taper à la porte avant de discuter. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Thank you. Bye. Très cher Peter, alors on va prendre 3 derniers appels. Je les vois alignés. Vicky de la Côte d'Ivoire. Vicky de la Côte d'Ivoire, oui, je vois déjà. Je vois Lamine et je vois Abou d'Angleterre. Alors, Vicky, bonsoir. On vous écoute depuis la Côte d'Ivoire. Et bonsoir avec Nadia. Et bonsoir surtout à monsieur le Premier ministre malien. Et bonsoir au peuple malien. Je crois que le Mali a bien compris la leçon de la France à Côte d'Ivoire. Lorsque la France est arrivée en Côte d'Ivoire, alimenter la rébellion de Ouattara et le Guillaume, tuant tout le peuple ivoirien, massacrant le peuple ivoirien, piteusement, et dans les manœuvres et dispersaient par hélicoptère des cartouches, des armes, et les jetaient dans les plantations de manioc partout, et les rebelles récupéraient tous ces armements et tuaient le peuple ivoirien. Je crois que cet exemple a servi beaucoup d'Afrique, beaucoup d'Afrique de l'Ouest. Alors, je crois que les Maliens, ils n'ont pas à reculer. La Côte d'Ivoire est prête demain, plus tard, dans peu de temps, à se lever contre cette France nébuleuse.
et toute l'Afrique avec elle. La Guinée a commencé, nous félicitons la Guinée. Le Burkina Faso a démarré, on les encourage. Le Mali a le flambeau à la mer, nous les encourageons. Et la France doit partir d'Afrique. C'est une vireuse. La France, c'est un pays diaboliquement créé au monde, dans le monde. Et cette France-là, elle doit, ses compatriotes d'ailleurs, les Français, doivent être aussi maltraités dans tous les pays de l'Afrique. Qu'ils laissent l'Afrique tranquille et ça ira pour tout le monde. On est marre. Nous en avons marre de la France. Franchement, les Africains en ont marre. Cette génération des crapules qui sont au pouvoir, ils auront pour leur compte bientôt. Tout ce qu'ils ont amassé comme des biens financiers, qu'ils ont envoyés à l'Occident, et qui, l'Occident, ils gardent bien, croyant que avec leur pouvoir, ils pourront toujours déterminer la vie du peuple africain, ils se trompent. Quand ils créent encore, au-delà de tous ces migrants-là, une cour qu'on peut appeler CPI, nous on l'appelle en Afrique ici, en Afrique de l'Est ici, la cour des prédateurs internationaux, CPI. Regardez le mal que la France a fait en Côte d'Ivoire. Tout le peuple ivoirien meurtri sur les actes de la France n'a pas été, la France n'a pas été interpellée. Ni Ouattara, ni son groupe. Allez-vous comprendre quelque chose? Cette cour des prédateurs internationaux, qu'on appelle CPI, on la visera, l'Afrique la visera. Hein? Donc, moi, j'encourage le peuple malien d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Et je les félicite beaucoup. Bravo. Bravo. Merci. Merci très cher Vicky pour votre appel depuis la Côte d'Ivoire. On va y aller très rapidement cette fois-ci. Lamine Diop depuis Genève. Bonsoir Lamine. Ainsi que la régie technique et aussi à l'ensemble des panélistes qui participent à cette émission. Effectivement, très bien, c'est très bien. On peut saluer cette accusation, cette intervention, cette sortie médiatique du Premier ministre malien. Oui, après des semaines marquées par la tension et la gravité en raison de l'ingérence de l'État central français dans la souveraineté malienne, dont personne ne conteste la légalité et la légitimité. Ce Premier ministre malien, sous la direction d'Assimi Goïta, a chargé sans précédent dans l'histoire de la France-Afrique l'État central français avec une violence incroyable. C'est évidemment un gigantesque réquisitoire. Or, j'appelle ça un réquisitoire. Or, jusqu'à maintenant et pendant des années, les hommes d'État africains du précaré francophone sont non seulement liés à l'État central français, mais ils sont totalement de toutes les décisions avec Paris. Disons que le Premier ministre malien et le président de la transition, ils sont évidemment hors normes. Ils ont, sans utiliser les grands mots, relevé le Mali debout. Depuis la perte de Modibo Keïta, personne n'en a fait la moitié. Donc, ils ne peuvent pas se comparer aux autres. Nous sommes face à des hyper-patriotes autoproclamés et voire même proclamés. Je pense que Modibo Keïta a désormais et involontairement des disciples à ces deux hommes du coup. Et leurs empreintes continuent à imprégner le concept philosophique et sociologique malien et d'Afrique francophone. Je dirais ça. Car en ce qui concerne le dogme politique, c'est effectivement le cas. Si on passe les différents domaines en revue rapidement sur le plan institutionnel, on peut dire en gros, ils ont gagné. Et même s'il y a encore quelques traces de contamination française résistante au Mali, encore, mais enfin, ils ont gagné. Et en ce qui concerne la politique sécuritaire et défensive, ils l'ont remporté plutôt bien. Et en ce qui concerne la politique socio-culturelle, aussi bon globalement. Et donc, le mythe de l'État central français est totalement et foncièrement remis en cause au Mali et par un bon nombre d'Africains francophones. Assimi Goïta et Choguel Maïga sont nos grands hommes comme Churchill pour les Anglais, Roosevelt pour les Américains, etc., etc. Ils sont les seuls pour le XXIe siècle. Ce sont ces deux héros au sens grec, évidemment. Les Maliens les adorent et les vénèrent. Ce sont les génies, des génies extraordinaires.
Cela dit, l'État central français, il faut le reconnaître, et s'en réjouir, est totalement isolé avec la rétrogradation en tant que première puissance militaire mondiale des États-Unis au détriment de la Chine populaire, la République chinoise. Avec sa nouvelle technologie nucléaire, dite bombardement orbital, c'est-à-dire la Chine peut frapper les États-Unis avec ses missiles intercontinentaux à tout moment sans que les États-Unis puissent les détecter et les abattre. Et la France dans tout ça. Et à travers la titanesque Russie de Poutine, la France devient très, très, très petite. Donc, à vrai dire, ça ne l'est malheureusement pas complètement une surprise, la position ferme et légitime et souverainiste du côté de Bamako. En tout cas, Macron, c'est un symbole embarrassant pour toute la France. C'est une défaite collective. Macron était considéré comme un génie, comme ce qui avait de mieux dans l'industrie politique française, un jeune bienveillant avec aucun mandat électif, devenant prématurément président. Aujourd'hui, il est déconsidéré, comme aussi sa France. L'heure a sonné. Il faut passer à la caisse. Cher État central français, et oui, quelqu'un doit toujours finir par payer. Vif Afrique Média, à bientôt. Merci. Dernier appelant très rapidement. Abou, il nous appelle d'Angleterre. Ensuite, nous donnerons la parole à Luc Michel pour refermer cette édition. Abou d'Angleterre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bachi Latence. C'est Monsieur Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. Bachi, je confirme, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue votre invité avec déférence, Luc Michel l'Africain. Et comme on parle du Mali ce soir, je salue notre Amazone préférée et adorée du Mali, Amina Fofana. Sentez-vous saluer avec beaucoup de déférence et d'amour profond. Je salue les techniciens, le PDG que j'adore et tous les appelants qui sont sur la plateforme Telegram. Bachi, nous disons bravo au Premier ministre malien et nous Africains, sommes très fiers de ce Premier ministre-là qui est dans l'ère du temps où nous sommes résolument déterminés à faire la rupture avec la France-Afrique, avec toute cette bande de mafieux de communauté internationale, où nous voudrons que plus que jamais, l'Afrique puisse être considérée comme un continent à part entière, qui a les mêmes droits que les autres continents, le continent européen, le continent américain, le continent asiatique, que les Africains, la vie des Africains compte et la vie des Africains est importante, ni plus ni moins que celle du reste du monde, des autres peuples du monde. Donc, nous disons que le Premier ministre a dit tout ce qu'il fallait dire et se comporte exactement comme il doit se comporter parce qu'il défend l'intérêt des Maliens. C'est un panafricaniste qui est aguerri et il est bon maintenant que les vérités soient dites à cette France parasite qui refuse de se prendre en charge comme l'Allemagne. Et pourtant, l'Allemagne n'a pas de colonie, puisque la France et l'Angleterre ont récupéré toutes les anciennes colonies de l'Allemagne. Mais n'empêche que l'Allemagne seulement, avec son travail, a aujourd'hui la première économie en Europe. Donc, nous disons que cela est possible à la France, que la France comprenne que le bien mal acquis ne paye jamais, qu'avec le travail, on peut aussi vivre, qu'il y a une alternative, qui ne reste pas là seulement à penser que le vol et la raffine qu'ils opèrent en Afrique puissent prospérer de façon infinie. Le temps est révolu et ce qui se passe au Mali va faire effet tache d'huile sur les pays de la sous-région et ainsi de suite, effet boule de neige, toute l'Afrique sera
libérés parce que c'est l'heure du temps de la vérité et de la rupture totale avec la France. La France, c'est fini. Satan que la France, le Satan que la France va aller se faire voir en enfer. Bachir, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Très cher Abou depuis l'Angleterre et vous suscitez beaucoup de commentaires sur le live Facebook. Merci en tout cas. Billy Blessing nous a écrit, Bachir, les paroles du Premier ministre malien sont vraiment profondes. Ils ont exercé contre le gouvernement malien un véritable terrorisme diplomatique. C'est ce qu'a dit Choguel Maïga. Luc Michel, on n'a plus qu'une minute avant le journal. Alors, tout ceci nous renvoie quand même à ce que vous avez très souvent appelé la fabrication ou la fabrique de djihadisme. L'islamisme radical, Choguel Maïga a raison, c'est une création occidentale. En 1933, l'utilisation du salafisme et des islamistes radicaux, elle commence dans le troisième Reich d'Adolf Hitler contre l'Union soviétique. Hitler parraine les frères musulmans et il leur offre une super mosquée qui est à Munich. Encore aujourd'hui, la centrale des frères musulmans, elle n'est pas dans un pays arabe, elle est toujours à Munich, sous le parrainage de Mme Merkel et d'Erdogan. En 1945, les services secrets nazis qui parrainent les terroristes, eh bien, ils passent sous le contrôle des Américains. À partir de ce moment-là, les extrémistes salafistes et les frères musulmans, ils vont être utilisés contre Nasser, contre Kadhafi, contre Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, contre tous les régimes nationalistes arabes. 1980, c'est la guerre d'Afghanistan. Les Américains créent Al-Qaïda pour combattre l'Union soviétique. C'est une création de la CIA et des services secrets saoudiens avec Ben Laden. En 1995, ils créent les talibans avec les services secrets pakistanais pour reprendre le contrôle du Pakistan. En 2013, même phénomène dans les Balkans, ce sont les guerres de Yougoslavie. Excusez-moi, en 2003, ce sont les guerres de Yougoslavie. Et qu'est-ce qui se passe? Les Américains déclenchent l'indépendance de la Bosnie dans une période qui va de 1993 à 2003 et ils favorisent le djihadisme là-bas et également au Kosovo. 2011, c'est le printemps arabe. On aéroporte les Turcs, les Qataris et les Américains, les djihadistes d'Asie centrale en Libye et en Syrie. 2019, on recommence l'opération avec les Turcs. Les Turcs héliportent les djihadistes de Syrie en Libye et ils reprennent le contrôle pour les Américains de la Libye. Erdogan aujourd'hui, c'est un cheval de Troie américain qui intervient dans tous les pays où les Russes interviennent pour y apporter l'OTAN et ils soutenir les djihadistes et les frères musulmans. Il y a aujourd'hui sous contrôle turc une internationale des frères musulmans et des djihadistes qui est également parrainée par les Américains, par les présidents américains et par Erdogan. Ce sont eux les parents du terrorisme. Face à eux, il y a 3 présidents, ce sera ma conclusion, qui eux veulent annihiler le terrorisme. C'est Vladimir Poutine au Caucase et en Syrie depuis 2000. C'est Bachar el-Assad depuis 2011. C'est mon regretté ami, le président Idriss Déby, depuis 2013. Eux veulent détruire le terrorisme et c'est pour ça qu'ils sont combattus par les Occidentaux. Et surtout les éléments d'analyse que vous apportez à chaque fois à nos différentes émissions. On se retrouvera donc dimanche avec vous dans le cadre de notre émission Géopolitique internationale. Merci à toutes et à tous. Nos programmes se poursuivent sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Teka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Allô? Bonsoir.